Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV et en supplément le lundi à la mi-journée pendant une demi-heure pour balayer les enjeux du moment sur les marchés après un week-end marqué évidemment par un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les attaques de l'Iran contre Israël. C'est un risque géopolitique évidemment qui monte et qui doit être analysé par les experts de la géopolitique mondiale. Quand on en vient au marché, les investisseurs ont toujours un peu de réticence à pricer des risques extrêmes en matière géopolitique et ça semble être le cas à nouveau aujourd'hui. Le marché ne fait pas d'une escalade ou d'un embrasement généralisé dans la région un scénario central à ce stade. On voit des indicateurs de stress ou des indicateurs d'aversion au risque qui restent tout à fait mesurés, d'autant que pour de nombreuses classes d'actifs, les tensions étaient déjà visibles avant même ce week-end de conflits et de tensions augmentées entre l'Iran et Israël, puisque les taux étaient déjà à la hausse, à plus de 4,50 sur le 10 ans américain, et on s'approche désormais des 4,60. Le dollar était déjà sur une trajectoire haussière depuis de nombreuses semaines. Le dollar a signé même la semaine dernière sa meilleure semaine depuis septembre 2022, et les matières premières également, que ce soit l'énergie, les métaux industriels ou les métaux précieux, le complexe des matières premières était lui aussi déjà sur une trajectoire haussière avant les attaques de l'Iran contre Israël. On notera même d'ailleurs que les cours du brut ont plutôt tendance à se détendre en ce début de semaine et l'indicateur de volatilité du marché action qui est remonté tout au long de la semaine dernière se stabilise autour de 17 pour le VIX américain. Voilà pour la situation des marchés. Nous en parlons dans un instant avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, qui sera avec nous en visioconférence. Et puis chaque lundi à la mi-journée, c'est notre rendez-vous américain. Nous retrouverons Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, pour notre quart d'heure américain hebdomadaire. Nous évoquerons évidemment la politique américaine et les enjeux business également, avec une fusion controversée. Le rachat de US Steel par Nippon Steel se fera-t-il? Les actionnaires de US Steel sont très favorables à la fusion. À l'inverse, la sphère politique et l'administration Biden est prête peut-être à mettre son veto à ce rapprochement. Les explications de Pierre-Yves Dugas dans quelques minutes au démarrage d'une semaine qui démarre positivement sur les indices actions. Il faut le noter avec un rebond notamment des indices en Europe. Une semaine qui sera marquée par la poursuite et la montée en puissance des résultats d'entreprise ainsi que par la publication des ventes au détail aux États-Unis ce jour et du PIB chinois pour le premier trimestre dans les prochaines heures au cours de la nuit prochaine. Mais d'abord, la situation de marché au lendemain de ce week-end de tensions renouvelées entre l'Iran et Israël, avec une attaque même inédite de drones, de missiles iraniens contre Israël. Et John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, avec nous donc en visio, je le disais, John. Que dire de la situation? Évidemment, quand on regarde et quand on écoute ce que nous disent les indicateurs de marché, les investisseurs n'ont pas envie de faire de l'embrasement généralisé au Moyen-Orient un scénario central aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense que, Grégoire, il faut regarder la réaction des marchés, non pas aujourd'hui, mais ce qui s'est passé la semaine passée. Vous l'avez dit, on était dans une situation où je pense que, sans être un géopoliticien, c'était l'attaque la plus prévisible, puisqu'elle avait été annoncée par le gouvernement israélien, mais aussi par les services de renseignement américains et britanniques, l'attaque la plus attendue, je dirais, de toute l'histoire dans la région. Alors ça, c'est la première des choses. Donc on s'y attendait. Et les mouvements de marché très importants dont vous avez parlé, notamment sur le prix du baril de pétrole, ont eu lieu jusqu'à vendredi après-midi où le baril a fortement progressé avant de baisser sur les attentes de cette attaque. La deuxième des choses, c'est que ce qu'on peut dire aussi et ce qu'on relève ici, c'est que la tendance sur l'or ne date pas d'hier et je dirais que ça a mis un nouvel échiquier dans la composition de tous les éléments qui poussent à un rachat pour l'or. Et ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que l'or a progressé et progresse aussi ce matin malgré
la hausse du dollar, considéré aussi comme une valeur refuge. Et juste une chose, il faut le rappeler, c'est que de nouveau, on entendait plusieurs économistes affirmer que c'était la fin du dollar ces dernières semaines, et on voit qu'évidemment, dès qu'il y a des tensions géopolitiques, eh bien, le dollar continue à être une valeur refuge, tout comme le franc suisse. L'autre chose qui est aussi très intéressante de noter, c'est les crypto-devises, les crypto-monnaies et le Bitcoin. Alors pas ce matin, mais vendredi aussi, comme les autres. Et on a vu qu'il s'est effondré largement en perdant près de 10% avant de rebondir quelque peu. Et on a vu que le Bitcoin fait office maintenant, lorsqu'on y regarde de plus près, vraiment d'un actif risqué. Alors vous allez me dire, c'est évident, mais il évolue, je dirais, vraiment comme un actif risqué, ce qui n'était pas le cas avant. On ne savait pas vraiment où le catégoriser. C'est un actif risqué. Certains parlaient du Bitcoin comme de l'or numérique même à un moment, John. Exact, tout à fait. On voit que c'est pas le cas. Dès qu'il y a certaines tensions entre guillemets, les gens sortent des crypto-devises avant d'y revenir, comme on l'a vu ce matin. Mais il y a un lien, donc il faut pas oublier, parce qu'effectivement c'est difficile de mettre ça en parallèle avec l'or. Et puis chose assez intéressante, et vous l'avez dit Grégoire, ça faisait depuis novembre 2023 que le VIX, c'est-à-dire la volatilité, ne bougeait pas du tout. Et enfin, elle est sortie de sa torpeur. Il est sorti de sa torpeur en arrivant sur les 17. Alors, il sera alimenté ou pas ces prochains jours par les tensions géopolitiques, mais aussi ce qui va se passer sur les marchés, puisque évidemment, on a d'un côté le début de la publication des résultats des entreprises et de l'autre côté, la réunion de la Fed la semaine prochaine. Donc, la volatilité, potentiellement, pourrait trouver une souche dans ces trois éléments. Oui, effectivement. Alors, au-delà du facteur géopolitique qui peut toujours, à la marge, avoir un impact sur les prix des grandes classes d'actifs, si on regarde les fondamentaux de l'économie américaine, la réunion de la Fed, c'est 31 avril, 1er mai. La décision de la Fed sera rendue le 1er mai, John. Est-ce que l'économie américaine peut permettre à la Réserve fédérale américaine, dans sa communication du 1er mai, de continuer à signaler des baisses de taux à un certain point devant nous en 2024? Alors, c'est une question extrêmement compliquée et normalement, elle ne devrait pas l'être. Alors, pourquoi ? Parce que normalement, évidemment, les banques centrales ont une vision, enfin on l'espère, à 6 mois, à 12 mois, etc. Donc savent ce qu'elles vont faire. Et là, apparemment, c'est un nouveau paradigme parce qu'ils ne veulent pas répéter les erreurs monumentales qu'elles ont fait en 2022 avec l'inflation transitoire. Donc elles ne veulent pas faire les mêmes erreurs de l'autre côté. Donc on espère qu'on en aura plus. Mais si on regarde les messages, et c'est ça qui est intéressant, si on regarde les messages des membres de la Fed, ce week-end, par exemple, vous avez le président de Minneapolis, Kashkari, qui a dit qu'il ne s'attendait plus à de baisse de taux. Et de l'autre côté, vous avez le président de la Fed de New York, Williams, qui lui dit qu'il s'attend à une première baisse en juin. Donc on voit même là, au travers de la communication des membres de la Fed, qu'on est complètement différent. On regarde aussi qu'on a une adaptation folle, et on en avait déjà parlé ensemble, Grégoire, du consensus aux attentes. On se souvient d'UBS en début d'année qui disait 11 baisses de taux, et là, je crois qu'ils en sont plus qu'à 2, donc il y a eu quand même une révision extraordinaire. Et puis, ceux qui sont, je crois que c'est Bank of America ou Citi, vous m'excuserez, qui parient toujours sur 5 baisses de 25 points de base, mais évidemment, ils vont baisser les estimations. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est évidemment la fenêtre d'ouverture des baisses, puisque il ne faut pas oublier qu'on est dans une année électorale. Alors, certains économistes vont dire que oui, il n'y a pas de rapport historiquement entre l'année électorale et les banquiers centraux, mais on imagine quand même qu'il y a une certaine pression et que, évidemment, baisser les taux en pleine élection, ça va être un peu compliqué. Donc ce sera ou avant l'été ou durant cet hiver, après novembre. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué à ce niveau-là. Et si on se fie fondamentalement aux data, parce que c'est ce qu'ils ont dit, la data dépendance, on n'oublie pas de dire que les derniers chiffres de mars ont rebondi au niveau de l'inflation aux États-Unis, le CPI, on s'y attendait en début d'année, mais on rebondit plus fortement que le consensus. Et puisqu'on parlait avant de ce qui est en train de se passer en Iran et dans le détroit d'Ormuz, potentiellement, on peut avoir une inflation sur
les prix des transports que regardent de très près la Fed et la Banque centrale européenne, et évidemment le prix de l'énergie. Et si le prix de l'énergie devait continuer à progresser, vous savez, l'effet secondaire de la hausse du prix de l'énergie qui, en fait, se transmet à plusieurs pans de l'économie, dont l'industrie chimique, par exemple, eh bien, on est dans une situation, effectivement, où c'est compliqué. C'est compliqué de trouver cette porte ou fenêtre d'ouverture. Oui, fenêtre de tir serrée, effectivement, pour la Réserve fédérale américaine qui communiquera le 1er mai prochain. On aura encore sans doute quelques discours de banquiers centraux américains d'ici là, dans les prochains jours. John, si on en vient aux banques commerciales, cette fois, avec les premiers résultats publiés en fin de semaine dernière, on a à l'instant les résultats de Goldman Sachs qui sont en train de tomber, mais les investisseurs ont déjà pris connaissance vendredi des résultats de JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Citi, en termes de réaction de marché, a été la banque dont les résultats ont été le plus salués, on va dire, vendredi. John, à l'inverse, JP Morgan, plus grosse banque américaine, a vu son cours de bourse baisser de plus de 6% vendredi après la publication de ses résultats. Quels enseignements est-ce qu'on peut retirer de cette première salve de publications bancaires ? Alors, je dirais une chose. La première chose, elle est technique. C'est-à-dire que l'action de JP Morgan était au quasi plus haut historique. Donc, si vous décevez dans les guidance, dans les prévisions, eh bien, je dirais la sanction est très élevée. Et ça, c'est important, je pense, pour aussi, alors même si ce n'est pas du tout le même secteur, mais pour le secteur de la technologie. Et j'imagine que si certaines entreprises, notamment dans l'intelligence artificielle, déçoivent quelque peu sur leur prévision, on pourrait avoir des sanctions très fortes. Alors ça, c'est le premier enseignement technique. Le deuxième enseignement, c'est que le message de ces trois banques vendredi, et je ne connais pas le message de Goldman, mais ce sera certainement la même chose, de dire que l'économie américaine continue d'être forte. Donc ça, c'est important, puisqu'on va avoir la réunion de la Fed, on va avoir les chiffres du premier trimestre qui vont être publiés ces prochaines semaines, et on devrait être au-delà de 2%, donc ça, c'est important. Mais ce qu'elles notent, ces entreprises, ces trois banques que vous avez citées, c'est que les taux d'intérêt commencent à peser sur leurs revenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que historiquement, lorsque les taux d'intérêt montaient, on disait que ça faisait monter les revenus nets d'intérêt, qui étaient boostés par les taux d'intérêt. Mais d'un autre côté, eh bien, comme les taux d'intérêt commencent à être conservés, d'être très élevés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez de plus en plus de consommateurs et d'entreprises qui hésitent à emprunter, et ça, c'est des revenus moindres pour les entreprises. Et ça, c'est un message très important. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas là par le passé, parce qu'on disait que, notamment à travers l'argent qu'avaient mis de côté les Américains durant le Covid et qu'ils n'avaient pas encore totalement utilisé, eh bien, cette consommation était toujours très forte. Mais là, on commence à voir les prémices des impacts négatifs des hausses de taux. Et il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'on a eu des hausses de taux extrêmement rapides, beaucoup plus que ces derniers cycles économiques. Bon. Goldman Sachs qui publie aujourd'hui dans le sillage des grosses banques américaines vendredi, et puis la montée en puissance de la saison de publication tout au long des prochains jours et des prochaines semaines. On suivra ça évidemment avec attention. Merci beaucoup John. John Plassard avec nous en visioconférence pour ce premier rendez-vous de la semaine de Smart Bourse le lundi à la mi-journée. John qui est spécialiste en investissement chez Mirabeau. Venons-en à l'actualité américaine. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, notre quart d'heure américain hebdomadaire, avec en visioconférence avec nous Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Merci d'être avec nous. Commençons peut-être par les affaires du Congrès américain. Donald Trump, avant de se rendre à son procès, était évidemment à Mar-a-Lago ce week-end. Il a reçu la visite du speaker républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Et à l'issue d'une conférence de presse, Donald Trump a estimé que Mike Johnson faisait un super job, du très très bon boulot en tant que speaker de la Chambre des représentants. Pourquoi est-ce que Donald Trump apporte son soutien au speaker républicain de la Chambre ? C'est un poste un peu chaud, on va dire. Et que vaut ce support apporté par Donald Trump à Mike Johnson ? Écoutez, vous n'allez pas me croire, mais
Moi, je suis convaincu que Donald Trump, au fond de lui-même, en dépit de son outrance, de son exagération, de son égocentrisme, de tout ce que vous voudrez, c'est un New-Yorkais et c'est un pragmatique. Et il regarde les chiffres, il voit qu'il y a 218 élus républicains à la Chambre des représentants, il y a 213 démocrates, et il est impossible de trouver un speaker qui soit républicain, qui fasse un meilleur job que ce qu'essaye de faire depuis la mi-octobre Mike Johnson. Mike Johnson n'est pas parfait. Les plus trumpistes des trumpistes le détestent parce qu'il n'est pas assez à droite, il n'est pas assez populiste et il ose faire des choses qui sont, à leurs yeux, inimaginables, c'est-à-dire qu'il ose, sur certains textes législatifs indispensables et incontournables, faire appel à des voix démocrates pour faire passer les textes alors que certains républicains vont voter contre. Le speaker est devenu, au cours des dernières années, non plus un personnage bipartite à la Chambre des représentants, mais est devenu de facto le leader du parti majoritaire, ce qu'il n'était pas nécessairement historiquement. Et à ce titre, eh bien, lorsque ce sont des républicains, même par une courte majorité, qui sont majoritaires à la Chambre, ils voudraient que leur speaker soit leur leader incontesté et que tout se fasse avec des voix républicaines. Ça n'est pas possible. Alors, invité vendredi à Mar-a-Lago par Donald Trump, Michael Johnson a échangé beaucoup de sourires et de poignées de main. Il a été couvert de louanges par Donald Trump qui a dit « Vous faites un très bon travail dans des circonstances difficiles » et c'était un coup de pied donné à Marjorie Taylor Greene, cette Trumpiste élue de Géorgie qui, un petit peu isolée depuis quelques semaines, dit « Si Mike Johnson ose soumettre à un vote un texte de loi prévoyant 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, je mettrai en branle la procédure pour qu'il soit destitué. » Elle peut le faire parce que les règles en place sont extrêmement souples en ce moment et que pratiquement n'importe qui peut demander la destitution et l'obtenir si le parti d'en face reste les bras croisés. Le président Trump, le futur président Trump peut-être, en tout cas l'ex-président Trump, a probablement sauvé la peau de Mike Johnson jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce que ça implique pour notamment le sujet du package d'aide à l'Ukraine? Alors on rappelle, c'est l'Ukraine, mais c'est aussi une aide militaire à Israël, une aide humanitaire à Gaza, une aide à Taïwan. Bref, tous ces dossiers-là sont bloqués pour l'instant au Congrès et notamment à la Chambre des représentants. Est-ce que le soutien de Trump vis-à-vis de Mike Johnson, est-ce qu'il y a derrière quand même le terrain d'une compromission, d'un compromis qui permettrait de faire avancer ce volet, ce package d'aide à la Chambre des représentants? Oui, probablement. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que Donald Trump a dit à ce sujet, mais c'est ce qu'il n'a pas dit. Il a été questionné à ce propos dans la conférence de presse d'une trentaine de minutes qu'il a donnée avec Mike Johnson à Mar-a-Lago vendredi. Et quand on lui a demandé s'il était contre l'aide à l'Ukraine, il aurait pu dire oui, ce qui est la position de pas mal de gens sur la droite populiste du Parti républicain. Eh bien non, Donald Trump a dit on essaye de ficeler les choses de manière à ce que ce ne soit pas de l'aide, mais que ce soit un prêt. Alors un énorme prêt, tout de même, 60 milliards de dollars, qui pourrait être remboursé dans quel terme et quand, on ne sait pas, mais ce serait un moyen de faire passer les choses, parce qu'il y a encore quelques républicains, on va dire réganiens, qui pensent que Vladimir Poutine est un dangereux impérialiste et qu'il n'est inimaginable que les États-Unis laissent tomber un allié comme l'Ukraine et laissent Vladimir Poutine gagner, sachant que si Mike Johnson, aujourd'hui, soumettait à un vote le texte qui a été adopté mi-février par le Sénat, il passerait avec une majorité de voix démocrates et probablement une courte majorité de voix républicaines aussi. L'idée d'organiser effectivement un méga prêt à l'Ukraine, si cette idée-là, effectivement, trouvait suffisamment de soutien au Congrès à la Chambre des représentants, ce serait une victoire pour Trump, définitivement, Pierre-Yves? On est dans l'habillage électoral. Comment peut-on faire avaler aux plus populistes et aux plus isolationnistes le fait qu'il va falloir faire un chèque de 60 milliards de dollars à l'Ukraine?
un, on va dire que ce n'est pas un vrai chèque et que c'est des prêts. Deux, on va expliquer que les États-Unis se sont engagés, que ce n'est pas le moment d'abandonner un allié au milieu du gué. Cette tactique peut marcher. Rand Paul, qui est sénateur, lui, de l'autre côté, et qui est un nationaliste farouchement opposé à l'aide à l'Ukraine, a soulevé un point important. Il a dit, vous savez, l'aide à l'Ukraine, 60 milliards, moi j'ai voté contre. Alors on peut discuter de deux choses. Soit de l'aide à l'Ukraine, est-ce qu'on a vraiment besoin, nous les États-Unis, de donner 60 milliards à l'Ukraine? Mais deuxièmement, d'où vont venir ces 60 milliards? S'il s'agit de les emprunter, à ce moment-là, moi je ne suis pas du tout d'accord. S'il s'agit de les trouver ailleurs, de réduire certaines dépenses pour les allouer à l'aide à l'Ukraine, peut-être. Ça serait un autre moyen de faire passer les choses. Dans quelle mesure les attaques de l'Iran contre Israël ce week-end peuvent avoir une influence sur les positions politiques aujourd'hui aux États-Unis et au sein du Congrès, Pierre-Yves? Alors, Donald Trump a trouvé le moyen de rendre Joe Biden responsable de la situation en disant « Jamais, jamais l'Iran n'aurait osé faire cela ». Si les États-Unis avaient fait preuve de crédibilité et avaient soutenu avec plus d'ardeur et plus de véhémence l'État d'Israël, c'est une fois de plus un signe de la faiblesse et du manque de crédibilité de Washington qui a poussé Téhéran à agir de la sorte. Sur le fond, cette attaque qui n'a pratiquement pas fait de victimes en Israël n'a pas fondamentalement changé la donne pour les présidentielles. Peut-être est-ce que cela compliquera les choses pour Joe Biden si, sur sa gauche, on continue de lui reprocher de trop aider Israël qui continue de s'engager dans sa guerre à Gaza, ce qui a coûté beaucoup de soutien à Joe Biden sur sa gauche et en particulier chez les jeunes. Mais il semble qu'en s'abstenant de riposter, le gouvernement de Benjamin Netanyahou ait finalement ouvert une porte à des relations moins tendues avec l'administration Biden. Dans l'actualité des affaires, Pierre-Yves, les actionnaires de US Steel sont massivement d'accord pour être rachetés par le japonais Nippon Steel. Ce serait le plus gros deal de ce genre. Ce serait la plus grosse acquisition d'une entreprise japonaise aux États-Unis, peut-être ever. Est-ce que ce sera suffisant, Pierre-Yves ? Écoutez, les actionnaires votent leur portefeuille. Jusqu'en août dernier, l'action de US Steel valait $22. Nippon Steel leur en propose 55 à 98%, ils sont pour. Le problème, c'est que le marché, lui, dit cette action, elle ne vaut pas 55 aujourd'hui, elle n'en vaut que 43, ce qui est un moyen de dire on ne croit pas que cette transaction va se faire. Et on n'y croit pas depuis que Joe Biden a dit, je cite, US Steel doit rester dans les mains d'une société américaine. Alors c'est assez stupéfiant parce qu'il a dit ça quelques jours avant de recevoir à la Maison-Blanche, c'était la semaine dernière, le Premier ministre japonais. Le Japon est un allié des États-Unis. C'est un allié des États-Unis en particulier parce que le Japon a très peur de ce qui se passe en Chine. Et malgré cela, l'impératif de ne pas froisser les milieux syndicalistes est un impératif qui domine dans les préoccupations du président Biden, qui cherche à se faire élire, d'autant que de son côté, Donald Trump a lui aussi promis que dès le premier jour, s'il était élu, à son arrivée à la Maison-Blanche, il interdirait à une société étrangère de racheter US Steel. Alors, c'est assez stupéfiant cette situation, parce que quelle est l'alternative ? Nippon Steel promet non seulement d'acheter très cher une société qui est malade, US Steel, promet d'investir $1,4 milliard dans les vieilles usines de US Steel pour en faire, avec la technologie japonaise et les méthodes de production japonaises, un géant compétitif de l'acier sur le marché domestique de l'acier américain. Derrière l'opposition de Joe Biden, nous avons bien entendu US Steelworkers, le syndicat qui représente 10 000 ouvriers de US Steel, qui est très puissant dans les diverses usines de US Steel dans le Midwest, pas simplement en Pennsylvanie, un État pivot, mais aussi un autre État pivot dans le Michigan.
et qui a fait un deal, lui, avec Cleveland-Cliffs, qui est le grand rival domestique de US Steel. Le patron de Cleveland-Cliffs est littéralement main dans la main avec le syndicat pour dire « Nous allons racheter, nous, Américains, les actifs de US Steel et la société restera américaine. » Quel est l'objectif de Cleveland-Cliffs? De créer un monopole américain de l'acier qui sera protégé par des droits de douane, et le syndicat est dans le coup, bien entendu, parce que le niveau de salaire et les normes de travail de ce futur monopole seront tels que les emplois seront sécures et les salaires seront solides compte tenu de la protection qui serait assurée par des droits de douane. Donc on est loin de vouloir empêcher, de vouloir préserver la concurrence sur le marché domestique. On parle bien de l'usage du prétexte de la souveraineté nationale pour empêcher un groupe étranger de venir casser un monopole syndical. Oui, quand bien même ce groupe est un groupe japonais et que le Japon est un allié historique, stratégique des États-Unis. Il n'y a pas de passe-droit pour les Japonais de ce point de vue-là. Alors le problème, c'est que il y a deux grandes agences qui sont en train d'examiner la possibilité de cette transaction. La première, c'est le département de la justice qui doit se fier à des normes économiques assez simples de concentration sur certains marchés et de préservation de la concurrence. Et puis, il y a le CFIUS, ce fameux comité interministériel qui est dirigé par le Trésor américain et qui doit lui rendre un rapport sur les considérations de sécurité nationale. Le problème, c'est que US Steel ne fabrique pas d'acier pour le Pentagone. US Steel ne fabrique pas d'acier pour les applications militaires. Il fabrique de l'acier pour l'automobile, pour l'industrie de l'électroménager et pour les sociétés de construction. Donc c'est au deuxième degré de la souveraineté nationale, la protection du marché national en cas de guerre. Et l'on entend des républicains qui traditionnellement auraient été libre-échangistes, prendre fait et cause pour des thèses protectionnistes, et ils ont en cela la protection, c'est le cas de le dire, de Donald Trump, qui a vraiment changé l'histoire américaine pour le Parti républicain, et qui a accrédité l'idée qu'on peut être républicain et protectionniste. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci pour cet éclairage hebdomadaire sur les enjeux américains, qu'ils soient politiques ou qu'ils appartiennent au domaine du business. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi à la mi-journée pour ce quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr en replay chaque semaine sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.